Je m'appelle Mathieu et je suis un amoureux de l'Abitibi-Témiscamingue. Je m'appelle Mathieu et j'adore partir à l'aventure sur les routes de la région. C'est pourquoi moi et Mathieu, on a décidé de partir pour découvrir des nouvelles places. Cette semaine, on rencontre le comédien et producteur Bruno Turcotte. Bienvenue à Trip à 3. Bruno Turcotte! Bonjour, messieurs! Bienvenue à Trip à 3. Merci beaucoup. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci. Trip à 3, gros show de road trip. Première question qu'on va te poser, qu'est-ce que tu recherches toi, quand tu t'en vas en voyage? Écoute, moi, faut que je sois surpris. Faut m'emmener ailleurs. M'emmener la routine, ça finit par nous tanner, nous tomber ses nerfs. Donc, des endroits, j'aime ça aller visiter des endroits inusités, vivre des expériences nouvelles. Et puis relaxer. Relaxer à travers ça, fait que ça me prend des hauts et des bas dans un voyage parce que sinon, c'est comme si c'était pas complet. Il faut des petits moments de détente. Des fois. Oui, exactement. 3 objets essentiels que tu mets dans ta valise avant de partir. Dans ma valise ou dans mon téléphone, musique. La musique pour faire de la route, c'est essentiel. Ma guitare et un vélo. Fait que même si on est 5 dans la famille, des fois, il y a juste un vélo sur le dessus de l'auto. C'est moi qui le prends! C'est le mien. Parce que moi, j'aime ça, me promener en vélo. Artiste et sportif en plus. Ouais, sportif ou plutôt, j'aime voyager dans des courtes distances en vélo, fait que ça va plus vite puis tu vois plus de choses. Peut-être pour cuver ton vin le lendemain. Et je suis pas si pire que ça. Parlons-en. Non, mais tu sais, ça vient avec ma prochaine question. Oui. C'est quoi ta définition du mot épicurien? T'sais? Ah, ben c'est une grosse question pour vrai, mais en fait, c'est aussi très simple. Donc, c'est juste, pour moi, c'est savoir profiter des bonnes choses, de la bonne chair, du plaisir, des amis, puis d'avoir de l'émotion, de vivre l'émotion. Je pense que c'est ça, épicurien. Écoute, on est dans ta ville d'adoption, Amos. Tu es un Beauceron d'origine et tu as adopté carrément la région d'Amos. Ça fait plusieurs années que tu es ici. Où tu nous amènes aujourd'hui? Ah, OK. Bien, premièrement, je vous amène quelque chose que j'ai toujours rêvé de faire, c'est faire du cheval. Fait qu'on va aller faire du cheval avec vous autres, les gars. Ben oui, c'est sûr. Ensuite, j'aime voyager aussi, donc, puis des saveurs différentes, connaître des saveurs différentes. Donc, on va aller manger au Méditerranée. Cool. Et on va aller rencontrer un grand ami que je côtoie depuis longtemps, chez lui, à la maison Hector Rôtier. Ça me dit quelque chose, ça. Coquin. Donc, on va aller à la ferme équestre au Pain Gris, Méditerranéo, et on va aller visiter M. Hector Rôtier à la maison. Exactement. On y va? On y va. 1, 2, 3, go! Présentement à la ferme au Pain Gris, ferme équestre au Pain Gris, en compagnie de Sarah Durocher, la propriétaire. Merci de nous recevoir. Salut. Et avec Bruno, que le gars de Saint-Georges-de-Beauce a Ben décidé de oui. venir faire du cheval. Oui, tout près de Saint-Victor, d'ailleurs, qui est un lieu de prédilection équestre là, en Beauce. Là. Saint-Victor, c'est un beau spot pour faire du cheval. Sarah, ça fait combien de temps que vous avez acquis cette ferme-là? Dans le fond, c'est une ferme familiale. Dans le fond, on a acheté le terrain en 2010. À ce moment-là, dans le fond, on n'était pas ensemble, moi puis lui. Il a bâti l'écurie, puis 5 ans après, on s'est rencontrés. On a bâti la maison, puis 4 ans plus tard, on a construit le mégadome, dans le fond, pour faire ça à l'année, des cours d'équitation. Aviez-vous déjà la passion des chevaux à ce moment-là, ou c'est né comme ça? Non. Dans le fond, Coney avait déjà des chevaux, lui aussi. Il a commencé à monter à cheval, il avait, je pense, 15 ans. Puis moi, je savais pas que les écuries existaient. Je savais pas que les pensions existaient. Ouais. Donc, j'ai eu mon premier cheval à 18 ans, un coup que, dans le fond, mon chum, il y avait une maison qu'on pouvait mettre un cheval dessus. Donc, j'ai acheté un cheval puis j'ai appris avec les livres. Ah ouais, après ça le tas. Ouais, direct sur le tas. J'ai tombé sur le tas aussi une couple de fois, mais c'est correct. Eh boy, ouais, parce que c'est quand même assez haut, un cheval. Hein? Tu sais, Ouais. Là, à cette heure, on peut dire les chevaux et les chevals. On va mettre ça au clair. Ah non, On peut dire non, ça, ça a pas de non. Ça a l'air On a une vraie pro, on le Mais sait. moi, je suis de la on va vieille demander, là. réforme. OK. C'est les chevaux, là.
Ouais, moi, je On me met trompe ça au souvent, plat, mais supposément qu'on ne peut pas dire les chevaux. Ça a duré 6 mois et demi qu'on pouvait dire le cheval. Après ça a été cancellé. En fait, on a l'air d'une gang de caves. Faut Ah, plus dire ouais, ça. ouais. Mais comment ça prend de temps pour. Et comment on fait pour établir une relation avec un cheval? C'est quoi les trucs? Qu'est-ce qu'il faut faire pour. Parce que c'est quand même des animaux puissants. Ouais, mais c'est du temps. Ouais. La plus grosse partie pour être capable de monter à cheval, pour être bon à cheval, ça prend du temps puis ça prend un peu de talent. Fait que c'est sûr et certain que si on l'a naturellement, c'est beaucoup plus facile que celui, dans le fond, qui veut, mais qui ne l'a pas naturel. Là. Fait que c'est sûr que si tu es stressé le moindrement puis tu es raide comme une barre, c'est vraiment difficile. Parce qu'il faut, quand on monte à cheval, il faut vraiment être un peu mou, si je te dirais. Il faut être droit, mais il faut être mou dans nos mouvements parce que le cheval ressent tout ce qu'on fait. Fait que si on serre les cuisses, il pense qu'on va aller vite. Fait qu'il faut pas comme serrer les cuisses pour rester mou. Bon Mais truc. si on est trop mou, Bon le truc. cheval avance pas non plus. OK. Fait que, tu sais, c'est comme, il faut créer quand même une relation avec lui. Tu sais, il existe des programmes de cavaliers avec Cheval Québec. Dans le fond, c'est une association pour les chevaux au Québec ici. OK. Eux autres, ils ont monté un programme pour qu'un cavalier soit capable de faire pas trop galop en espace de temps de temps. Si on suit exactement ce que Cheval Québec veut, comme cavalier 1, mettons, en 10 cours, tu devrais faire pas trop galop. OK? Pas trop bien. Du coup. Du pas, du trop et du galop. OK. Je pensais que c'était- Pas trop de galop. je pensais que c'était un terme. Du pas, du trop et du galop. OK. OK, c'est 3 allures bon. de cheval. OK? Le cheval a 4 allures, le pas, le trop, le galop, qui va le plus vite, Et après puis ça, le la course. reculé. Ah, le reculé. Ouais. Ah oui, ça va reculons, ça. Ouais, tu peux reculer. Ça a l'air que c'est extraordinaire, aller à reculons. Hein? Ça va pas vite, hein? Non, mais dans Cavalia, je sais pas si tu l'as vu, le spectacle Cavalia dans le Non. coin de Laval. Ouais. Ben, ça, là, il y avait des chevaux qui reculaient, là, puis il y avait du monde qui s'exclamait autour de moi, puis ça a l'air que c'était extraordinaire. Ça vu circuler, c'était Ben, moi, j'ai correct. vu ça reculer. là. Faire monter une C'était pas marche. si extraordinaire que ça, mais ça a l'air que c'est bien compliqué. Faire monter une marche à un cheval aussi, ça veut-il que c'est assez impressionnant aussi. Des escaliers comme ça. Bien, ça dépend des chevaux, pour vrai. Ouais. Là. Tu sais, ça dépend si le cheval est habitué, s'il n'est pas habitué, s'il a été désensibilisé. Parce qu'un cheval, là, on sait qu'à la base, un cheval qui est dans la nature, il est désensibilisé aux arbres, aux ruisseaux, aux oiseaux, aux bébites, mais il est pas... Tu sais, les toiles fait scrouche-crouche, les bruits sourds, il est comme pas habitué à ça. Il n'y a pas de marche en nature. Fait que pour lui, naturellement, ça n'existe pas. Là. Fait que nous, dans le fond, on a des chevaux qui sont quand même dressés, qui ont eu une... Comment on appelle ça? Une éducation. Une éducation, oui. Dans le fond, vu qu'ils ont eu une éducation déjà d'avance, bien, ils ont été désensibilisés à plein de choses. OK. Fait que pour être un cheval de cours, bien, ça prend encore plus de sensibilisation. Parce que, mettons, toi, tu viens sur mon cheval, puis là, la toile qui est là, juste en arrière, est bleue, puis des fois, elle bat au vent. Puis on s'entend que le cheval peut avoir peur juste de ça. Ouais. OK. Fait qu'il faut y montrer. Parce que c'est sûr que moi, j'ai assis des enfants de 5 ans puis de 6 ans là-dessus. Fait que les parents, normalement, ils veulent pas que l'enfant tombe à cause qu'il y a eu un bruit puis que le cheval est parti. Non, non, ouais. Tu sais. Puis c'est-tu vrai qu'on peut pas montrer une corde à un cheval qui aurait peur que ça soit un serpent? Non. Pas vrai, ça? T'as trop écouté de l'équilibre, toi. Fallait que je le demande. Parce que c'est comme une sourousse d'éléphant, là. Ouais, c'est ça. C'est Ah, pas vrai, ça ouais, non je plus. Non. Pour arriver à un cheval qui fait de la compétition dans des grands festivals comme Saint-Tite, comme ben, même ici en Abitibi, il y en a quelques-uns aussi, à la Sarre, à Gig, tout ça. J'imagine que ça prend du temps, ça aussi. Ben oui, dans le fond, c'est comme je dis, comme on disait au début, c'est le temps que tu vas mettre sur ton cheval, c'est ce qui va faire que ton cheval, dans le fond, va être bon ou non. Faire des barils. Sérieusement, en arrière, on a un parcours, il y a 3 barils en arrière de nous. Le parcours de barils, c'est une forme de trèfle. Le cheval, il doit être comme dessiner la forme d'un trèfle autour des barils, puis revenir dans un temps record. Si le cheval enferge le baril, s'il est comme trop collé, il faut être capable de mettre notre jambe à l'intérieur pour déplacer le cheval avant qu'il arrive sur le baril. OK. Et ça se fait une fraction de seconde. là. Tu sais, les gagnants ici en Abitibi, ça joue dans le 16 secondes. Oh boy. Ouais, OK? c'est impressionnant. Fait que ça prend 16 secondes. Puis ici, le manège est 80 par 150. OK. Mais un manège de compétition, c'est 100 par 200. OK. D'ailleurs, Ouais, c'est un petit peu plus. 16 je le ferai environ en 1 heure, moi. Ben, tranquille, une petite bière Mettons, entre les un petit deux. trou là, à 32 secondes, là, c'est assez. Là. Sarah, si on veut partir du début, avoir la piqûre, on vient vous voir et ensuite n'achète pas un cheval qui veut. Hein. Tu n'achètes pas ça au Dollarama, un cheval. Hein. C'est où qu'on on prend les chevaux? Sincèrement, à ce temps-ci, Facebook est quand même une bonne référence pour OK. aller acheter des chevaux. Ah ben oui. Il existe quand même des éleveurs, OK, mais les éleveurs se retrouvent tous sur Facebook. Tu sais, quand tu vas voir un cheval, premièrement, tu commences à prendre des cours.
idéalement. Tu fais pas comme moi au début. Ah! Moi, au début, j'ai pas beaucoup suivi de cours. Je savais même pas que ça existait. J'ai dû retomber 1 million de fois. Puis quand j'ai été tannée de tomber, là, je me suis renseignée, je me suis aperçu que les cours existaient. Là, tu as pris ton cavalier 1. Oui, là, j'ai suivi mon cavalier 1, mais un coup, j'ai eu mon cheval. Il n'y avait pas d'instructeur. Le premier instructeur que j'ai trouvé, il se situait à la Sarre dans le temps. OK. Fait que c'est lui, dans le fond, qui m'a fait faire mon cavalier 1, mon cavalier 2. Puis après ça, ben là, j'étais resté tout ça chez nous, puis on a appris, dans le fond, avec des YouTube, un petit peu de partout pour être capable de s'améliorer à cheval. Comme tu le disais, tu as appris sur le tas. Fait que là, on a appris sur le tas, on a pris des conseils d'un peu partout pour réussir à faire un petit peu de tout. J'ai fait mon cavalier 2 à la Sarre. Puis après ça, ben là, j'ai pas trouvé personne d'autre. Jusqu'à temps, dans le fond, que je rencontre Coney, que lui, il avait un ami qui était à Gig, qui donnait les cavaliers. Fait que, dans le fond, j'ai pu poursuivre, dans le fond, à donner mes cours de cavalier, le 3, le 4. Après avoir fait mon cavalier 4, j'ai dit, hey, il n'y en a pas de cours en Abitibi. Fait que, dans le fond, moi, je pourrais comme faire mon instructeur puis donner 2-3 cours, parce qu'il y a plein de monde qui me demandait des cours parce que j'avais eu mon cavalier 4. Mais je voulais pas donner des cours comme n'importe comment. Fait que j'ai dit, bon, ben, je vais faire mon instructeur, tu sais. Puis après avoir fait mon instructeur, ben, ça te prend des chevals de cours. Puis les chevaux de cours, là, ça se trouve pas dans la rue, là, ça aussi, là. Faut les habituer, il faut les mettre à notre idée à nous. Parce que quand on raide à cheval, on raide pas mal une idée du cheval idéal qu'on se fait. OK. OK? Fait que dans le fond, moi, mon cheval idéal, mettons, il se déplace de telle façon, il répond à telle main, à telle jambe pour le déplacer. Donc, j'ai fait mon entraînement de base, dans le fond, pour devenir entraîneur de chevaux. OK. Puis c'est là que ça a décollé, dans le fond. Il y a combien de niveaux d'instructeurs? Dans le fond, tu as cavalier western niveau 1, 2, 3, 4. OK. Après ça, tu as instructeur. Après ça, tu as entraînement de base. Après ça, tu as des spécialités que tu peux faire. Fait dans les spécialités, ben, tu peux avoir le baril, tu peux avoir le reining, la plaisance, la performance. Des spaghettis. La cage. Moi, les spaghettis, je pense pas. Ça, c'est plus des canjos. Ah, OK, OK, c'est bon. Ah, ben c'est ça aussi, là, c'est un service que vous offrez l'été pour les très jeunes, donc les camps de jour. Ça, c'est une bonne façon de s'introduire, j'imagine, à la pratique. Oui, dans le fond, une personne qui n'a jamais monté à cheval, dans le fond, avec des enfants, bien, ils peuvent l'inscrire pour une journée, 3 jours ou 5 jours. Cette année, avec le COVID, bien, on a fait des semaines de 3 jours et de 5 jours. C'était plus facile avec les registres. Mais tu sais, ils passent la journée ici, fait qu'ils montent sur un cours d'équitation le matin, puis l'après-midi, ils font un jeu. OK. Fait qu'on crée un jeu. Des fois, on joue au tic-tac-toe, mais à cheval. Dans le fond, ils prennent des anneaux, on fait un parcours de tic-tac-toe grosseur cheval, là, dans le milieu du manège. Là. Puis ils partent chacun de leur côté, puis il faut qu'ils jouent au tic-tac-toe, puis on fait des tournois de tic-tac-toe avec les jeunes de camp de jour. Notons que Mathieu veut s'acheter un cheval ou l'en louer un ou quoi que ce soit, mais vous offrez la pension, parce que dans un 4,5, ça me surprendrait qu'il mette ça. Oui, fait, dans le fond, on a des pensions qui sont offertes ici à la ferme équestre au Pingris. OK. On a aussi un service de demi-pension. C'est sûr que là, il faut que ça dépend des temps de l'année, à savoir s'il y a des chevaux de disponibles pour ça. Mais la demi-pension, c'est que tu es rendu prêt à avoir un cheval, mais tu ne sais pas si tu vas avoir le temps et l'énergie de pouvoir continuer, dans le fond, longtemps, ou si tu ne sais pas si ton enfant va continuer après avoir eu un cheval ou non. Fait que la demi-pension, c'est que tu viens 3 fois par semaine voir le cheval de venir t'en occuper. Dans le fond, le brosser, le sceller, le monter. Ça, c'est un coup que tu as fait au moins ton cavalier. Ouais. OK? Pour être capable, dans le fond, de savoir t'en occuper toute seule. Parce que les demi-pensions, moi, je suis pas là. OK? Fait que moi, dans le fond, je fais ça avec mes chevaux de cours parce que ce que j'aime beaucoup de la demi-pension, c'est que tu vas avoir le temps de le brosser, tu vas avoir le temps de donner de l'amour, tu vas avoir le temps de l'envoyer manger un peu de foin vert. Que dans les cours d'équitation, 1 heure, on n'a pas le temps de faire tout ça. C'est ça. Fait que le cheval, dans le fond, vu qu'on a plusieurs chevaux en cours, de cheval de cours, bien, il y a un peu d'amour, dans le fond, de sa demi-pension. Fait que... Puis c'est là aussi que tu testes, là, soit ton enfant ou ta Ouais, capacité c'est ça. à toi de Fait que, tu sais, si t'occuper après de... 6 mois, puis t'as passé l'hiver, puis que le jeune fait comme, OK, maman, c'est parce qu'il est mercredi, tu viens-tu me porter? Il est rendu 6h15, puis à 6h, j'étais supposé être là. Tu fais comme, OK, il aime ça. Mais si tu oublies de t'en parler pendant 2 semaines, tu fais comme, ben, c'est peut-être pas pour toi. Tu sais, Exact. Ben, c'est un animal, là. C'est ça. Ça demande de l'amour, ça demande de l'attention. ouais, ben, ça c'est demande comme un des chien, soins. mais qui reste ailleurs. Un gros chien? Un gros chien. C'est quoi l'espérance de vie d'un cheval? Entre 30 et 35 ans, tout dépendant de ce qu'il a fait dans sa vie. Oh boy! C'est ça, là, c'est C'est un investissement. Oui, c'est ça. Une passion, un investissement de vie. Oh, ouais. Puis, comment ça fonctionne? Comment vous trouvez les chevaux? Vous les magasinez comment? Ben, comme je disais, moi, je magasine beaucoup plus par Facebook. Une fois que tu as trouvé ton cheval sur Internet, là, qu'est-ce que tu fais que tu vas l'essayer? C'est-tu comme dans un concessionnaire auto? Ben, c'est hein, drôle, les mais chevaux. en même temps, oui. OK? Parce que tu vas voir le cheval, tu vas voir s'il est à ton goût. Fait, dans le fond, quand tu achètes un cheval, il faut que tu regardes c'est quoi sa discipline.
Dans le fond, qu'est-ce qu'il a connu dans la vie? C'est quoi ses formations qu'il a eues? Quel âge qu'il a? Y a-tu des problèmes de santé? Y a-tu de la bonne hauteur? Parce qu'on s'entend que toi, si tu t'achètes un poney, tu risques d'avoir les 2 pieds qui partent à terre. Un poney, c'est un petit cheval. OK. Comparativement à un plus grand cheval. Puis s'il est trop haut puis tu en as peur, ben c'est pas mieux non plus. Après ça, il y a aussi des tests qu'on peut faire avec un vétérinaire. Parce qu'il peut avoir des vis cachées. Oui. OK? Fait que dans le fond, dans les chevaux, c'est un peu comme en automobile. En automobile, ben, tu sais, moi, je connais pas la mécanique, je vais l'envoyer voir un garage. Mais là, si on connaît pas la mécanique à l'intérieur du cheval, ben, on fait affaire avec un vétérinaire pour un vet-check. C'est-tu déjà arrivé, mettons, que tu as trouvé un vice caché, je sais pas, un cheval traumatisé ou mauvais caractère, tout d'un coup, oui. rendu ici, tu fais comme... Bien, pas lui, rendu jamais- ici, mais même rendu ici, oui. Moi, j'ai un mégadome, puis c'est pas tout le monde qui a des mégadomes. OK? Fait que peu importe ce qu'on va acheter de notre cheval, si le cheval n'est pas habitué d'être dans un endroit clos, j'en ai vu qu'on aurait dit qu'il était vraiment claustrophobe. Ah ouais? OK? Puis ils ont comme paniqué un peu rendu à l'intérieur. Il n'était plus le même cheval. On le montait ici dans le manège extérieur, puis il allait vraiment bien, mais rendu en dedans, c'était vraiment pas pour lui. Il y en a d'autres que il était vraiment fin, mais il avait toujours connu une personne. Moi, mais là, j'ai un enfant de 5 ans qui va passer à matin à 9 h. Un seul maître, oui. J'ai un adulte après ça qui passe à 10 h. Après ça, on retourne avec un autre enfant. Le cheval, il faut qu'il s'adapte vraiment à différents, dans le fond, degrés de cavalier. C'est pas tout le temps des bons cavaliers. Quand on commence, on commence. OK? Fait qu'il faut quand même se laisser du temps. Mais où il y en a qui sont faits juste pour un maître, qui n'aiment pas ça avoir plein de monde différent sur leur dos. Fait qu'on dirait qu'ils paniquent à m'amener. Puis là, ben, on peut pas les garder pour les cours, même si c'est des bons chevaux. Qu'est-ce qui est le mieux? À prendre un poulain et le mettre à notre main ou prendre un cheval, je veux pas D'expérience. Je veux pas dire ouais, c'est ça, d'expérience, je veux pas le dire usagé. Là, mais... Mais quand on commence à cheval, idéalement, tu achètes un cheval qui est plus vieux. OK? Le dicton dit un vieux cavalier avec un jeune cheval, puis un vieux cheval avec un jeune cavalier. Pas nécessairement d'âge, mais plus de pratique. OK? Parce que tu peux être vieux en tant que tel, tu peux avoir 53 ans. Mais pas avoir d'expérience. Mais tu n'as pas d'expérience. Ouais, OK? C'est vraiment vieux en termes d'expérience. C'est juste qu'un poulain, bien, c'est sûr qu'il y en a qui pensent que c'est comme un chien, il va s'habituer à toi, tu vas y apprendre à faire pipi puis caca, mais c'est tout. Là. Mais eux autres, on s'assit sur leur dos. Fait pour s'asseoir sur leur dos, il faut faire quand même des techniques au sol pour que le cheval t'accepte sur son dos. Puis après ça, il faut les sensibiliser, que le monde ne sache pas trop quoi faire non plus. Puis la plupart du temps, les chevaux, ils bronquent. Okay, vous avez vu des chevals de rodéo, là? OK, bon, ben, les premières selles, quand on met la selle sur le dos du cheval, même si tu le lâches là dans un manège, il se met à bronquer d'un peu de partout. Il veut sortir ce qu'il y a sur le dos. Là. Oui, mais il n'est pas habitué, il connaît pas ça. Fait qu'il faut y apprendre ça. Ouais. Tu dis bronque? Oui, bronquer. Ah, j'ai déjà été bronqué, moi. Toi, t'as déjà été bronqué? Ouais. Pas mal le fun. Ah, c'est l'habitude, le monde dit que c'est le contraire un peu. Que c'est moins le fun. Mais non, C'était pas le fun du tout. Je t'ai retourné ta blague, excuse. Es-tu resté traumatisé par ça, Bruno? Je sais pas, c'est ce qu'on va voir probablement aujourd'hui. Raconte-nous un peu comment ça s'est passé. C'était ma cousine qui faisait, qui avait un cheval de pension, justement, chez mon oncle, qui d'ailleurs aussi, lui aussi, avait des chevaux de trait. Puis, on dit, on va monter le cheval, on va se promener un peu. Ça n'a pas pris 2 secondes, le cheval est parti, il a donné un petit coup, pouf, je me suis retrouvé à terre. Je sais plus trop si c'est parce que moi, je me suis tiré en bas parce que j'ai eu peur ou si c'est lui qui m'a kické out, bronqué. Mais, non, mais kické out, c'est correct. C'est ma dernière expérience équestre. Mais d'ailleurs, c'est pour ça que je voulais qu'on vienne te voir aujourd'hui, parce que, pas pour enlever mon traumatisme, mais plutôt parce que c'est un rêve. C'est comme un vieux rêve américain. Mais on contrôle quand même une bête de 1200 livres qui est en dessous de nous. Là. OK? Tu sais, comme les petits-enfants qui ne comprennent pas c'est quoi 1200 livres, là, ben, on leur dit quand même que c'est 4 papas. 4 ou 6 papas, là. 4 papas à 800 livres, c'était mon poney. Mais rendu à 200 livres, on s'entend que c'était 6 papas, là. Toi, tu bronquerais si je te mettais une selle sur le dos? Possiblement, oui, je pense que j'aimerais ça. Puis toi, Bruno, en plus, le cowboy, c'est ton némésis un peu, là. C'est un peu comme ça que oui, tu sais, puis je sais pas pourquoi j'ai focusé sur le personnage du cowboy. Il y a quelque chose probablement justement, de vieux rêve américain, de sexy aussi dans le ça cowboy. fait mal avec cowboy, hein? Ouais. J'avais besoin de ça, moi, un peu de testostérone. De mollitude. Mais c'est ça. Mais pour vrai, c'est pas tous les chevals qui bronquent.
Et dans le fond, un coup qu'ils sont éduqués, normalement, ils ne brognent pas. C'est sûr que c'est des choses qui peuvent arriver. Ils peuvent aussi se faire piquer par un thon. OK? Des fois, ça n'a même pas rapport avec le cavalier, Non, là. c'est ça. Ils peuvent On se le faire contrôle piquer pas. par un thon, puis c'est des choses qui arrivent, là. OK. Mais c'est ça. C'est pour ça que, dans le fond, pour un centre équestre, il faut que tu trouves un cheval qui est vraiment le plus calme possible. Fait que, dont un poulain, dans le fond, moi, mes assurances ne me permettent pas d'embarquer un enfant sur un cheval en bas de 5 ans. OK. Fait que si je me pars un poulain, j'en ai pour 5 ans minimum à le garder, à le nourrir, dans le fond, à l'éduquer, puis à mettre du sang dessus pour qu'il soit correct. Fait que normalement, j'essaie de trouver un cheval qui est déjà éduqué, qui a déjà une base d'éducation qui va quand même bien, qui est au-dessus de 5 ans, qu'on peut commencer à travailler avec lui, mais qui est en bas de 15 ans pour qu'il t'offre quand même longtemps. Es-tu dû pour bouger un peu? Ah ouais, on est... ah. Parce qu'on OK. on a emmagasiné Ouais. pas mal d'informations. On est-tu capable de se lancer? Je pense que boy. Bruno est prêt. Bruno est déjà capable. Lui, il est vrai. On va y aller. On va se Vas-y, voir va demain, aller le essayer ça. cheval. Merci, Sarah. Merci. Hey, ça fait plaisir. Fait que là, on s'en va à cheval? On y va. Hey, ça Let's go! Bon, gang, on s'en va dehors. Bruno Turcotte, Bonsoir. tu viens de Saint-Georges-de-Beauce. Oui! Qu'est-ce qui t'a amené ici? C'est toute une histoire, en fait. Moi, j'ai étudié à Québec, à l'Université Laval, en théâtre. Qui est à côté? Oui, ben j'ai pas juste étudié à Québec en théâtre. Là. J'ai fini mon cégep à Limoilou. Mais bref, ça, c'est T'étais une à autre l'école, histoire. toi? Ouais, ça a été long, mes études, puis pas abouti non plus. Mais bref, ça n'a pas abouti. Mais ouais, puis j'ai rencontré Véronique Filion, Larouche Filion, en fait, de son vrai grand nom, à l'Université Laval, mais on n'était pas du tout dans le même département. Elle était en maîtrise, puis moi, j'étais au baccalauréat. Et puis, tombé en amour. Et puis, on a réalisé qu'on voulait travailler ensemble. Et dans ce domaine-là, dans le domaine du théâtre, Et du Véronique spectacle. était originaire d'ici. Oui, de la Sarre. Mais en fait, ça a été beaucoup, moi, la décision pour venir en Abitibi. Ah ouais? Parce qu'on a quitté Québec pour les Laurentides. On voulait offrir une petite auberge là-bas avec des amis. Puis finalement, on a pogné une autre job. Puis en tout cas, une histoire qui a mal fini avec une autre job, c'était pas de notre faute. OK. Mais bref, après ça, on s'est retrouvés devant rien. Donc, on a été appelé par Linda Perron, Beauchemin, à Amos, qui nous offrait un contrat, mais qui promettait. Mais bref, on est venu pour un contrat que Véronique avait. Et puis moi, ici, ben moi, en plus, je suis très PR, je suis très à l'aise avec les gens. Donc, j'ai commencé comme DJ au château. ouais, ça, toi? ouais. OK. Puis, ouais, j'avais travaillé beaucoup dans le disco mobile, en Beauce, justement. Fait que j'avais beaucoup de cordes à mon arc. Et puis, après ça, en étant DJ au château, ben là, rencontre plein de Ouais. monde. Ça n'a pas trop été long qu'on a eu... on s'est impliqué aussi beaucoup. Ça, je pense que c'est quelque chose qui qui a été très payant, dans le fond, Ça dans vous a ouvert des notre portes, carrière. Oui, des c'est ça. contrats, ouais. C'est que les gens ont appris à nous connaître, ont vu qu'est-ce qu'on valait aussi, tu sais. Puis on est très débrouillards, entrepreneurs également. Donc, on a créé notre entreprise, dans le fond, qui créait de A à Z des productions de théâtre, de spectacle. Et autant de la publicité, marketing,
la conception originale, la réalisation sur scène. On est acteurs aussi tous les deux. Fait que vraiment, on était vraiment capables de faire beaucoup de choses. Donc, c'est à l'éclosion des productions du Raccourci. Oui, c'est ça. Bien, en fait, même les productions du Raccourci, tu as eu l'école de théâtre et ballet qui a été ouverte en premier. Ensuite, j'ai ouvert l'Alibaba, en fait, grâce à... J'aurais pas fait ça tout seul, là, vraiment tous les joueurs qui se sont joints à nous dans ce projet-là en 2003. Puis ensuite de ça, bien là, l'Alibaba, écoutez, ça nous a suivis pendant des années. Là. On était 7 ans comme propriétaire, dans le fond, de l'Alibaba. Puis ça fait quelques années qu'on me dit encore, l'Alibaba, ça va comment? Ça fait 10 ans que je m'en occupe plus. Mais comme quoi, ça a cristallisé beaucoup l'imaginaire collectif. Parce que ça a créé un engouement culturel, en tout cas dans les nightlife, là, au niveau théâtre. Fait que ça l'a beaucoup aidé. C'est sûr qu'on a eu de l'aide. J'ai fait des productions au niveau du réseau de la santé en théâtre, des tournées beaucoup aussi. On a eu quelques belles productions originales. On pense à Michel et le Loup, sur l'histoire de Michel Pajot qui s'est transformé en BD par la suite. Puis évidemment, on a fait l'ouverture et les fermetures des Jeux du Québec qui nous a donné un petit peu nos écussons. Pas un petit contrat, ça, là? Non, c'est ça. C'était vraiment un contrat d'envergure. Puis là, après ça, on s'est dit, non, les projets d'envergure, ça nous convient très bien. Et puis après ça, bien là, on a comme acquis nos galons. Et puis là, les gens, là, après ça, ils ont dit, bon, eux autres sont capables de... Ils ont fait leur preuve. C'est ça, vous avez ils roulé nous votre font boss. confiance. Puis autant après ça, au niveau des ententes, partenariats, la municipalité pouvait nous confier, en tout cas, avait confiance de nous confier des grandes choses. Puis évidemment, ça a culminé l'année du 100e ou un peu avant le 100e avec la folle Odyssée Bernadette, qui a été un projet vraiment d'envergure pour célébrer le 100e anniversaire des Turcottes à Amos. Puis après ça, bien, Amos raconte son histoire est née. Puis là, la suite, bon, peut-être qu'on la connaît, certaines d'entre vous la connaissent, là, mais Val d'Or vous raconte par la suite. Puis à travers ça, là, plein de projets, tu sais, des projets marginaux qu'on a eu du plaisir à faire. On pense au Couloir de l'horreur qu'on a fait avec Crapule et Malcommode, qui a été un succès populaire incroyable. Tu sais, on aime ça, je pense, je dis on toujours parce que je ferais rien sans Véronique, puis je pense qu'elle non plus, là, on se supporte beaucoup l'un l'autre. On aime ça, faire des projets artisanaux, tu sais, qui sort de l'ordinaire, puis qui est un peu marginal aussi. Tu sais, on n'est pas très mainstream, puis en même temps, on est conscient qu'on habite en région, puis que ici, on ne consomme pas du théâtre tous les jours. Là. Fait que si je veux convaincre le spectateur de venir en salle avec nous, il faut que je sois capable de leur offrir quelque chose qui leur parle, qui leur ressemble aussi. C'est là que le côté patrimonial est entré en ligne de compte. On s'est dit, hey, le patrimoine humain, les gens ici veulent se connaître, veulent savoir on est qui en Abitibi. Parce que moi, j'avais beaucoup de commentaires, là, je saute vraiment du coq à l'âne. J'avais beaucoup de commentaires quand j'étais coach d'improvisation à la Polyvalente. Des jeunes faisaient comme j'ai hâte de crisser mon camp d'ici. Avec feu zucchini zénith. Oui, c'est ça. Mais là, j'étais comme pourquoi là? C'est quoi l'affaire avec l'Abitibi? Moi, je tripe ici, là. On a des communautés autochtones à côté de chez nous. On a des terres incroyables autour, la forêt, les plus beaux couchers de soleil au monde. Qu'est-ce qui cloche avec l'Abitibi ou Amos, tu sais? Là, je me suis dit, c'est peut-être parce qu'on n'est pas conscient de qui a bâti cette région-là. Le sentiment d'appartenance Exactement. qui a été bâti au fil du temps. Exactement. Puis moi, je me suis mis à lire là, sur les personnages, grandeur plus grand que nature ici. Je me suis dit, hey, on descend d'eux autres. Là. Ouais. On est leurs descendants et ils sont incroyables. Là. C'est des géants, là, ceux qui ont bâti l'Abitibi. C'est une terre de géants ici. Là. Alors, vraiment... Et en faisant tes recherches, as-tu découvert que, justement, tu étais descendant des Turcottes de l'Abitibi? Oui, j'ai découvert que je ne l'étais pas. On aurait donc bien aimé me trouver une descendance de la fesse gauche avec la... Ça aurait été drôle. Ben, en fait, c'était quand même ironique, finalement, de ne pas être un descendant de la famille Turcotte, mais d'avoir réalisé, mis en scène le 100e anniversaire de l'arrivée des Turcottes ici. Un Turcotte qui était maître d'œuvre de ça. Mais non, malheureusement. Mais par contre, de partager cette histoire-là, je l'ai faite un peu mienne, cette histoire-là. Puis, tu sais, aujourd'hui, ma fierté, en tout cas, c'est de voir les gens qui ont participé au circuit comme acteurs
de rencontrer des gens à l'école. Puis, c'est qui ça, Capitaine Hiergeau? Comment tu sais pas c'est qui le Capitaine Hiergeau? Tu sais, les jeunes sont imprégnés maintenant de cette culture-là. Fait que ça va les accompagner toute leur vie. Tu sais, fait que c'est un peu ça le petit côté. Tu dis, je suis pas descendant des Turcottes qui ont fondé l'Abitibi. Par contre, les gens de la Beauce qui sont venus ici, il y en a eu, t'es pas le premier. Tu fais partie de la lignée des Beaucerons qui sont venus en Abitibi. Oui, non, vraiment, il y a, oui, il y a plusieurs ta façon dont tu développes la région aussi. Oui, bien, moi, c'est ça que je trouvais qui était intéressant quand je suis arrivé ici, c'est tout est à faire encore, tu sais. Même 100 ans plus tard, tu fais un pas ici, là, bien, tu marques la région, tu sais. Tu peux rien faire. Mais si tu fais des choses ici, tu marques ta région, tu marques ta ville, puis ça, bien, tu as un retour direct, puis c'est tellement gratifiant, tu sais. Puis quand tu es une pute à applaudissements comme moi... Ah, c'est ça, hein? On va changer ça. Non, mais, tu sais, quand comme bien des artistes, quand ta récompense, c'est la reconnaissance, bien... Je te remercie et, au nom de Mathieu et moi-même et de tout l'Abitibi-Témiscamingue à l'apport culturel que tu as apporté. Bien, merci beaucoup, je le prends. Et là, on va aller s'ouvrir l'appétit pour discuter un peu plus du lieu qui nous accueille, le Bistrot Méditerranéo. Ça sent bon. Oui, ça va être bon aussi. Autre coup de cœur de Bruno Turcotte, on est au Méditerranéo en compagnie de Jean Paquin, l'avocat devenu entrepreneur. Et oui. Merci Jean de nous accueillir dans ton bistrot. C'est vraiment cool. Ça fait plaisir de vous recevoir. Ça fait combien de temps que tu as passé d'avocat à entrepreneur? Moi, j'ai pris ma retraite en juin 2018. Et mes enfants, dans leur grandeur d'âme, m'avaient offert un voyage pour souligner ma retraite. Je suis parti en Chine avec mon fils pendant 3 semaines. Bon, c'est ça, 3 semaines au mois de novembre 2018. Quand même. Mais avant que je parte, le bistrot était mis en vente. Okay. On a vu que ça avait été mis en vente. Moi, j'étais retraité, je n'avais pas de projet bien arrêté là, sur mon avenir immédiat. Mais j'étais quand même relativement... J'étais en forme, j'avais le goût de faire autre chose. Puis, l'occasion s'est présentée. Nous, on était des clients ici, on aimait beaucoup l'endroit, toute la famille, on venait régulièrement, tout ça. Ma fille Marguerite, là, qui est au fourneau actuellement, travaillait déjà dans la restauration. Moi, je ne serais pas parti tout seul là-dedans, dans cette entreprise-là, parce que je n'avais pas d'expérience. Mais j'ai toujours aimé la bouffe, j'avais le goût d'avoir une petite entreprise. Fait qu'elle était partante. Fait qu'elle dit, écoute, on y va, let's go. Fait qu'on a parti ça, je suis revenu de la Chine en novembre. On a annoncé ça avant de partir, qu'on en ferait l'acquisition, puis sur Facebook, sur ses réseaux sociaux, on a fait quelques petites blaguettes avec ça. Fait qu'à notre retour, on s'est lancé là-dedans. Le resto avait été fermé une couple de mois, parce que M. Golestani, qui était l'ancien propriétaire, qui est un Iranien d'origine, avait eu ça pendant 6 ans, 6-7 ans. Puis là, il s'est retourné à Vancouver. Là, il cherchait un repreneur. Fait que nous, on a repris ça. Il est resté avec nous pendant à peu près un mois et demi. Puis nous autres, on ne connaissait pas les subtilités de la cuisine libanaise ou moyen-orientale. Parce qu'il y a des recettes secrètes, là. Oui, c'est ça. Il y a des fournisseurs, des épices. Il y a toutes sortes d'affaires qu'on connaissait. On appréciait la nourriture, mais on ne connaissait rien. Là. Fait qu'il est resté avec nous 1 mois et demi. Ça a été intense, mettons, pendant 1 mois et demi. Moi puis Marguerite, on s'est fait aller... on a essayé d'emmagasiner le plus d'informations possible. Puis on a ouvert, je pense que c'est un mardi, mais ça, c'est le 11 décembre 2018. Okay. Puis là, ça a vraiment décollé fort. Là. Je pense qu'on a reçu une grosse vague d'amour. Parce que les gens s'étaient ennuyés. Ça avait été fermé pendant une couple de mois. Tu sais, c'est un endroit qui était très apprécié par la population. Il y avait une clientèle d'habitués. Fait que ça avait été fermé dans une couple de mois. Fait que quand ça a réouvert, là, puis qu'on avait annoncé ça au préalable, là, le monde était viré fou raide, là, il y avait des line-up dehors, ça finissait plus. Là, ça s'est recalmé après, là. mais le monde attendait ça. Fait que, on s'est mis à la tâche. Ça n'a pas été facile, là, parce que après 1 mois et demi, tu dis, oh, il faut moins être correct, c'est correct. M. Golestani, vous pouvez quitter, allez vaquer à vos occupations. Mais on s'est rendu compte que c'était beaucoup de travail. Moi, j'ai certaines aptitudes dans différents domaines.
y compris un peu dans la cuisine, mais ma fille, Marguerite, elle est très organisée. Fait que c'est une chance. Grâce à elle, ça a quand même bien fonctionné. Là. Quand tu as le coup de feu, là, puis ça décolle là, sur des roches du midi, il faut que tu sois organisé, il faut que ça fonctionne, il faut que tu donnes ton service. Avec une petite équipe comme on est là, elle est très organisée. Fait que, elle a pris le contrôle des opérations, puis écoute, on a roulé ça depuis ce temps-là. L'engouement était là. Oui, l'engouement était là, vraiment. Puis, parce que c'est un créneau très particulier. Il n'y a pas ça ailleurs à Amos, même en région, on n'a pas beaucoup. Là. Non, il n'y en avait pas à l'époque. Je pense que là, j'ai su qu'il y en avait un à Rouen. Il y en a un à Rouen tout récemment. Là. Mais c'est sûr que ça élargit l'offre culinaire là, au niveau de la restauration. Il n'y a pas ça. Je pense qu'il y a aussi il y a un bassin de clients qui viennent que pour ça. Tu sais, c'est des habitués, ils aiment ce qu'on offre, ils reviennent toutes les semaines, des fois 2 puis 3 fois par semaine. Calmez-vous un peu. Mais c'est vraiment, tu sais, il y a vraiment un bon bassin de clients, des réguliers qui reviennent. Là, puis là, en novembre l'année passée, là, on a roulé ça. On n'a pas vraiment le sens du timing, nous autres, parce qu'on a ouvert en décembre 2018, puis là, après ça, ils ont fait les travaux aussi au printemps 2019. Ils ont inventé la rue, les bulldozers, l'édifice shaké. Est-ce que ça a eu un impact? Bien, ça a eu un impact, c'est sûr. Il y avait, c'était inventé en avant, il fallait qu'ils passent par la ruelle. C'était compliqué, le monde. Toutes les, je pense, de toute façon, c'est documenté, tous les clients, les commerces en ont souffert ici. Il y a la volonté des clients habitués, mais quand il y a une limite à la volonté. Là. On n'a plus de terrasse. La terrasse avait été arrachée. Fait qu'on on a eu à subir ça pendant plusieurs mois, là, quasiment. Ça a été jusqu'à l'automne. Puis avant de repartir, là, ça a reparti, là, ça a redécollé. Là, puis la COVID arrive en mars 2020. Fait que là, nous autres, on fait-tu, on ferme-tu, on reste ouvert, on faisait pas de livraison. Fait qu'on on s'était assis, on regardait ça, on dit bon, ben écoute, on va mettre un petit service de livraison sur pied, puis on fait du take-out. Oui, on avait des commandes pour emporter. C'est ça. Puis on avait. Et vous avez rajouté une poutine? Oui, c'est ça, en novembre. C'est ça. Là, on regardait ça, on regardait nos affaires, puis là, ça nous trottait dans la tête. On dit on va se lancer dans la poutine. Bon, on aime ça, la poutine. Fait que là, en novembre 2020, on s'est lancé dans la poutine. Là, ça a été la folie furieuse encore. Il y a une rumeur à l'effet qu'on fait une très bonne poutine. Il y a une rumeur en ville. On l'a lu, ces réseaux sociaux. On l'entend. Mais on fait quoi de bien? On prend des patates, là, on les trempe d'autres à la main, on les fait tremper, on les gorge d'eau toute la nuit. Après ça, on les saisit dans l'huile avec une petite sauce que je fais moi-même. Puis bon fromage de Boréalais, de Saint-Félix. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut l'agrémenter de tous les ingrédients. Oui, on peut mettre des petites lanières de poulet là, qui ont été marinés, cuits sur la broche, avec un petit peu de légumes là-dessus, les petits navets marinés, tout ça. Fait que ça élargit notre bassin. Là. On avait nos habitués, là, ça a comme élargi. Là. Mais vous avez été entrepreneur jusqu'au bout des doigts. Là. C'est ça, ils ont vraiment. Ils ont toujours répété qu'il fallait se réinventer. Être capable de se retourner de bord comme ça. C'est le mot magique. Mais c'est ça. Vous êtes très présent sur les réseaux sociaux aussi. Très présent. Mais ma fille est présente. Moi, j'écris des affaires. Ça m'arrive d'écrire des choses, mais je ne suis pas... OK, vous avez votre correctrice avec vous. Oui, c'est elle qui est en charge. C'est la webmess. OK. Moi, mais quand même, les idées sont bonnes. J'ai toujours aimé vos petites histoires sur Facebook. Oui. Ça donne le goût de venir ici. Oui. C'est ça, des petites... Bon, c'est ça. C'est rigolo. Le goût de vous connaître. Un peu de sens d'humour. J'ai toujours aimé écrire un peu. Un peu pas mal, d'ailleurs. Fait que dans ma profession antérieure, c'était requis. Puis pratiquement d'humour à travers ça. Le principe d'un bistrot aussi, c'est ça, c'est de développer une relation avec le tenancier, tu sais. Oui. Puis le client, puis ça transparaît. Il y a du monde, il y a des clients réguliers qui viennent, là, ça fait 2 ans et demi, on commence à les connaître, là, quand tu es en contact avec eux, tu jases, tout ça, tu t'informes de leur famille, tu t'informes de plein d'affaires. Un fou social, là, faire ça parler avec le monde. On a l'impression de vous connaître quand on vient ici. Oui, bien, peut-être pas à ce point, pas trop. Il faut garder une petite part de secret. Ou d'être reconnu comme client, tu sais. Mais j'aime ça, connaître c'est comme l'histoire de la poutine, vous l'avez annoncé sur Facebook, et de façon humoristique, et ça l'a pogné. Oui, c'est ça. Mais moi, je suis rendu à un âge où je ne suis pas très les réseaux sociaux, je ne connais pas beaucoup ça. Je ne suis pas Instagram. Je n'ai même pas un Facebook personnel. Je sais pas. Moi, je suis quasiment à l'ère de la lettre avec un thème, que je suis encore rendu là, mais ma fille, elle, est
Puis je pensais pas que ça pognerait de même. Elle dit, on va écrire des affaires, ça va être correct, tu vois, ça va marcher. Je dis, ah, correct. Mais quand tu as un commerce, tu vois que c'est par là que ça se passe. Tu écris des affaires, à un moment donné, le lendemain, il y a un line-up dehors. Je dis, ouais, c'est quoi cette affaire-là? Ah oui, ça pogne à ce point-là. Bon, on va en faire plus souvent. Mais c'est ça, on va en faire plus souvent, c'est sûr. Mais c'est ça. On remercie Marguerite, votre webmestre. Oui, on la remercie pour tout. Pour l'ensemble de son œuvre. Et là, donc, qu'est-ce que vous nous avez préparé pour un peu les plats classiques? On a attendu de vous affamer comme il faut. Là. Ouais. On a attendu quelques heures pour que vous ayez vraiment l'appétit aiguisé. On a préparé des fiches taouk, poulet. On a préparé des falafels. On a préparé deux petites poutines. Une avec des petites lamelles de poulet, puis une classique. Là, question de vous y faire goûter. Là. Mathieu, je pense que tu es un amateur de poutine, toi, ça se peut-tu? Ça, c'est sûr. Bon, toujours. Qui n'est pas amateur de poutine? Moi, je n'y ai pas goûté encore. Ah, non, mais poutine. là, Moi non plus, je me suis pas arrêté pour la poutine. il ne faut pas trop en abuser, évidemment, là, parce que c'est pas... Parce que j'avoue que quand je viens ici, moi aussi, je suis appelé par le falafel. C'est Ouais. ça. Fait qu'on- c'est à peu près ça. Nous, on a de la salade grecque. Il nous restait de la salade grecque parce que nous, habituellement, on est fermé le samedi. Là. Fait qu'on le vendredi, on ferme nos comptoirs. Là. Mais on a gardé la salade grecque. Fait que comme salade, on va avoir une petite salade grecque pour vous. Ça va être délicieux. Ben, Moi non ouais. plus, j'ai pas goûté à la poutine, mais c'est ça, on s'arrête pas au Méditerranéo pour goûter à la Non. poutine, mais Non, faut mais le là, faire. avec la rumeur, on a C'est c'est ça. pas bien le choix. C'est Il faut ça. que tu y goûtes une Ah. fois. Après ça, tu es satisfait, c'est correct. Parfait. Là, tu reviens à tes bonnes habitudes alimentaires. Mais au moins, c'est une affaire de régler. ce sera délicieux, j'en suis certain. Oui, absolument. Monsieur Paquin, merci beaucoup Ben, ça fait de plaisir. nous recevoir au Méditerranéo. Ça me fait On vous plaisir. laisse aller préparer ça. Bien, merci. À tantôt. Hey Mathieu, je te l'ai pas dit, là, mais on a un deuxième invité pour ce show-là. Ah ouais? Le père de l'Abitibi en personne, Hector Autier. Autier! Monsieur Autier, Colin, merci d'être là. C'est On un est- honneur. On est sur votre maison d'origine. Qu'est-ce qui se passait ici? Mon engagement envers l'Abitibi débute en même temps que la colonisation puisque je suis nommé agent des terres et des mines de l'Abitibi. Travail qui consiste à étudier le rapport des arpenteurs, faire l'inventaire des ressources agricoles, forestières et minières et à bien connaître le territoire. C'est ici ma première demeure à Amos, qui a été d'ailleurs cédée par le contremaître du chantier du pont de chemin de fer du National Transcontinental. Donc, une année après la fin de la construction du chemin de fer, j'ai aménagé ce magnifique lieu, qui était d'ailleurs tout à fait de cette façon-là, puisqu'il a été mis dans les matériaux et les couleurs d'origine Ouais. en 2011. 2011, attends un peu, là. Et là, ça C'est se peut, Bruno de Turcotte, ça ça. se peut pas, c'est ça. C'est Bruno de Bruno, Turcotte. on t'a pas reconnu. Il nous a joué un vilain tour. C'est les lunettes et la bébé cravate. C'est un En fait- personnage qui te colle à la peau, hein? Oui, en fait, oui, qui me sert bien d'ailleurs. Oui. Parce que Hector Autier, étant le père de l'Abitibi, avait beaucoup d'influence. Puis que les gens, maintenant, quand ils me rencontrent, ils ont l'impression de parler au père de l'Abitibi. La Donc, prestance. il y a un petit billet là, qui s'installe et puis je parviens à mes fins. Et là, il de manque cette la façon-là. moustache, là. Ouais, c'est ça. Je vous avais Ouais. donné des indices, j'avais pas Ben mis ma ouais. moustache. C'est pour ça qu'on Mais t'a j'ai mis reconnu. mes vraies lunettes. C'est pour ça. Fait que non, c'est un beau personnage. D'ailleurs, un personnage avec qui j'aurais adoré prendre une bière Ouais. pour qu'il me raconte vraiment tout ce qui est arrivé, puis tout ce qu'il a réalisé aussi. Mais puis, pourquoi j'ai personnifié Hector Autier, je le sais pas, en fait. Parce que tu voulais te donner le plus grand rôle. Ouais, c'est ça. Ouais, aussi. mais le pire, c'est que c'est pas le rôle le plus... Présent. ou le plus extraordinaire. Non, Et c'est pas un- Amos des Esquerres. c'est pas un personnage comique, Ouais. tu sais, c'est un personnage super sérieux. Ouais. Il sert le propos d'installer l'histoire d'Amos vous raconte et maintenant Val d'Or vous raconte Ben aussi. ouais. Ben oui, Parce qu'il y a eu un impact aussi, parce que c'était l'agent des terres, donc il a dû s'investir un peu partout. Là, il sur le connaissait territoire. tout et puisqu'il connaissait bien les ficelles du pouvoir et le monde des prospecteurs, ben c'est de cette façon-là qu'il s'est mis à fonder des conseils d'administration de mines. Ouais. Donc, il a fondé la Reed Autier Mine Limited, qui est devenue 10 années plus tard la Lamac Gold Mine.
Un investissement qu'il n'a pas regretté, sans doute. On dirait que tu l'as fait une couple de fois, ce texte-là, c'était Oui, récemment, oui, effectivement. Mais en fait, oui, il a été sur le board de 21 ou 27 conseils d'administration 27. de mines. Puis tu sais que c'est pas des OSBL, là, les mines. Il va y avoir un papier patrimoine en Donc, fin, hein? oui, c'est ça. Il y a probablement eu un très fort patrimoine. Ses ancêtres sont-tu encore en Abitibi? Pas à ce qu'on sache, non, justement. Ça, hein? Effectivement, en 2015, je crois, ou 2014, on a eu une des descendantes qui, d'ailleurs, Hector Authier avait 3 filles adoptives. Okay. Donc, il n'y a pas eu de descendants à sa charge officiellement. OK. Et M. Authier est un des seuls êtres humains. Bien, c'est un être humain, bien oui, mais. Non ecclésiastique. C'est ça, exactement, à être enterré sous la cathédrale. Oui, dans la fameuse crypte. Ouais. La crypte qui était faite d'ailleurs pour accueillir 13 ou 14 cercueils. Il y en a 2 qui sont enterrés là. Puis la mode n'est pas revenue. Joseph Oscar Viateur. Non. Non, même pas? Oui, excusez, je pensais que tu étais en train de me parler de l'architecte Aristide Beaugrand-Champagne. Non. Lui, il était de passage. Le curé du domaine Exactement. et M. Authier. Exactement, qui a négocié d'ailleurs cette place-là en échange de céder une partie de ses terres pour le nouveau cimetière à Amos, qui lui appartenait. OK. Donc, pour vrai, on en apprend beaucoup. Ça fait un petit peu loin aller porter des fleurs à la tombe à M. Authier. Hein? Oui. Parce que là, ne va pas dans la crypte qui veut. Non, mais c'est quand même, pour ceux qui sont déjà allés, il y a quelque chose de spécial quand même. Une crypte dans une cathédrale. Puis une cathédrale, d'ailleurs, a toujours des cryptes. Okay. Des fois, c'est pour les rois, des fois, c'est pour les évêques, tout ça. Là, ici, non, il y a 2 gars. C'est pas revenu à la mode de se faire enterrer dans la crypte. C'est pas dans mon intention non plus. Mais là, tu pourrais être la 3e personne, ça serait malade. Ça serait drôle. T'es pas habillé de même pour rien, là, tu sais. Ça fait partie de Amos vous raconte, qui a débuté en 2012, si je ne m'abuse. Exactement. Comment c'est né ce projet-là? Parle-nous un peu de l'historique de l'histoire. En 2010, Véronique et moi, on cherchait un projet porteur, disons, à long terme, pour qu'on puisse, tu sais, on vivotait un petit peu avec la compagnie, tu sais, puis on ne savait pas trop comment s'enligner. Et là, l'arrivée du 100e en 2014 se dessinait tranquillement dans la MRC. Et là, il y a Pierre et Sylvie Tremblay qui nous ont mis le grappin dessus pour créer la folle Audite Bernadette. Puis tout cet aspect-là d'histoire, des personnages qui ont fondé l'Abitibi, moi, ça me parlait beaucoup parce que je viens de la Beauce. Et en Beauce, la Beauce, c'est une région qui a 400 ans. Là. Donc, l'histoire, on la sent, on sait qu'elle existe. Mais ici, on dirait qu'il n'y avait rien qui avait été fait pour durer. On est encore en train de l'écrire, l'histoire. Tu sais. Exactement. Donc, moi, je trouvais ça important. Puis côtoyant aussi beaucoup de jeunes avec l'école de théâtre La Rallonge, puis l'improvisation secondaire aussi, je trouvais ça important qu'ils connaissent leur histoire parce que vous connaissez le dicton, pour savoir où on va, il faut savoir par où on est allé. C'est la chanson d'Okoumé. Ah, c'est ça! Le bruit des origines! C'est ça. Fait que, pour citer les frères Pinchot. Oui, c'est très bon. Fait que, bref, oui, puis là, ben, comme de fait, plusieurs élèves de théâtre de La Rallonge se sont investis aussi dans les circuits. Puis aujourd'hui, ils ont leur histoire tatouée sur le cœur. Parce que ça aurait pu être une simple pièce de théâtre, mais vous avez décidé de faire un circuit touristique. Ouais. C'était quoi l'idée à la base de rendre ça vivant dans les rues? Bien, je pense que c'était vraiment d'habiter notre milieu, notre centre-ville, aussi mettre en valeur le centre-ville et le découvrir d'un nouvel œil, en jetant un regard historique. Après ça aide. Après ça, tu circules, tu découvres ta ville d'un autre angle. Puis je pense qu'au niveau du plaisir que ça procure d'assister à une pièce de théâtre, bien là, tu as une association positive avec ton centre-ville, avec ton histoire. Et la mémoire aussi ça retient... pique la curiosité des gens. Oui, puis là, tu peux pas avoir de meilleure publicité que 50-75 personnes qui se promènent en ville, des personnages costumés et tout ça. Et vraiment, le théâtre, puis tu sais, je suis vraiment... je me veux un ambassadeur du théâtre, là. Bien, ça sert à retenir les choses. Le théâtre, ça a d'abord été inventé dans l'Antiquité pour éduquer les peuples, la population, pour leur expliquer comment se laver. C'était basique au départ. Mais là, aujourd'hui, on s'en sert pour enseigner d'autres choses. Donc, l'histoire, on trouvait que c'était intéressant. Puis le sentiment
le plaisir, tu ris, tu vas être touché par des scènes. Bien là, ça cristallise le souvenir et donc l'histoire qui est enseignée dans ce circuit-là. On se disait, les gens vont s'en souvenir toute leur vie quand ils vont avoir vécu ça. Puis avec tous les gens de talent dans le circuit qui ont... Merci de me pointer. Ben oui, ben les deux, en fait. Vous êtes deux acteurs de la pièce qui personnifient puis qui sont vraiment remplis de talent. Bien là, tu as l'impression de revivre l'histoire, puis c'est encore plus intéressant pour le spectateur. En jouant dans le circuit, avec les années, on s'approprie énormément le personnage. On a l'impression de l'être. De le devenir quand des fois, ça fait quasiment peur, là, de se dire, ça te force aussi à chercher, là. Tu sais, moi, j'ai fait mes recherches aussi, là. Puis, c'est qui? C'est ça. Qu'est-ce qu'il a fait? OK, comment il s'habillait? Oui, c'est sûr qu'on a une habilleuse. Puis des fois, à la fin des spectacles, on rencontre des gens qui ont rencontré ou qui ont connu les personnages pour vrai, puis là, qui te nourrissent des anecdotes. Aussi. Puis je veux pas être têteux, mais quand même, les textes de Véronique Filion qui sont d'une véracité au niveau du dialogue, au niveau de la recherche historique, fait que c'est comme naturel. Tu n'as pas l'impression de suivre un cours d'histoire. Non, c'est ça. Il y a quelques années, vous avez intégré une partie avec les Anishinabés. Ça a été vraiment c'est marquant, là. C'est un coup de cœur. C'est important de le faire aussi. Je sais que ça n'a pas été possible dans les débuts, puis c'est quelque chose que je pense que c'était quasiment une déception au départ, je pense. Ouais. Ben, en fait, on a laissé tomber un peu. On avait écrit des scènes, mais puis l'appropriation culturelle, ça n'existait pas dans ce temps-là, en 2011. On voulait quand même pas aller sur ce terrain-là. mais de toute façon, chose certaine, c'est que tu personnifies dans un circuit historique le fait qu'on ressemble au personnage. Tu veux pas faire semblant d'être un Anishinabé. Non, c'est ça. Puis bon, moi, à cette époque-là, nos contacts n'étaient pas nécessairement ce qu'ils sont aujourd'hui avec les gens de la communauté de Picogan. C'est qu'on a eu de l'aide. Et des participants aussi, fait que c'était la base. Parce qu'il y a l'histoire que vous ne connaissiez pas non plus. Là. Non, c'est ça. Mais moi, je suis arrivé en Abitibi en 2001. Première chose que j'ai faite, j'ai ouvert le livre de Pierre Trudel, puis je l'ai lu au complet. Ah ouais? T'as fait ça? Moi, j'ai jamais lu ça, tu vois. Oui, sur l'histoire. Puis une des choses qui m'ont marqué, moi, j'arrivais en Abitibi, à Amos, avec Véronique en 2001, puis je faisais comme, ah ouais, il y a une réserve autochtone, tout près. Moi, je connaissais pas ça, là, à Saint-Georges. Nous autres, on allait au village Huron, à Québec. Fait que, tu sais, c'est tout ce que j'avais comme contact. Fait que là, en 2005, avec les Jeux du Québec, rencontre avec Samian, Molly Kistabiche, Major aussi, Malik. En tout cas, là, c'est là qu'il y a un embryon de rencontre qui s'est faite. Puis par la suite, bien là, ça a duré de même. Après ça, on a fait balade théâtrale sur la rivière avec Roger Wilde puis France Moat. Roger Wilde, en plus, qui est une ressource inestimable, là, côté jeu, puis conte. Et puis il me racontait récemment qu'il avait accroché, lui, ses masques, son masque d'acteur. Et puis qu'en 2018, quand il a vu passer la proposition pour faire Gabriel Commanda dans le circuit Val-d'Or vous raconte, il m'a appelé, il a dit « Tu cherches encore ton Gabriel Commanda? » Puis il a remis ses chaussures d'acteur. Puis là, il a gagné en 2021. Il a gagné l'artiste de la scène de l'année de la région. Ouais. Après les nombreuses années de succès de Amos vous raconte, comment est venu le projet de Val-d'Or vous raconte? Bien, c'est pas n'importe comment, en fait. Puis comme quoi la culture est importante dans un milieu, dans une ville, dans une région. C'était à la FEAT. J'étais dans une soirée de musique, en fait, un festival de musique à Amos. Et puis Geneviève Bélan et Paul-Antoine Martel étaient là. Puis écoute, il y avait la musique là. Puis il y avait une grosse conversation entre elle et moi toute la soirée. Puis il y avait vraiment un essor de la culture à Val-d'Or à l'époque, en 2017, 2016-2017. Puis là, il me semble qu'on serait dû pour nous autres aussi avoir un circuit, puis tout ça. Puis nous autres, ça cogitait aussi. On se demandait si on ferait des espèces de clés en main pour distribuer le concept du circuit historique dans les villes. Comme une franchise, dans le fond? C'est ça. Mais on s'interrogeait parce que ça prend toute une logistique d'entreprise, une structure d'entreprise pour faire ça. Fait que finalement, non, c'est pas ça qu'on a fait. On a décidé plutôt de créer nous-mêmes à Val-d'Or le circuit Val-d'Or vous raconte. Donc la ville a embarqué, les attraits touristiques ont embarqué, les attraits historiques aussi ont ils ont levé la main, ils ont dit on embarque si ça existe, puis tout ça. Et là, ben en 2018, on a fait la première mouture, dans le fond. Et puis, même chose. Hein,
mobiliser le milieu, des nouveaux acteurs, des gens qui n'ont pas nécessairement d'expérience. Parce que tu n'avais pas ton réseau de contact comme à Amos. Non, exactement. Ça fait que c'est à construire, puis tu sais, ça risque qu'il y a une rotation aussi. Il y en a qui font ça un été. Fait qu'il y a quand même un bon roulement d'acteurs, mais n'empêche que l'histoire en tant que telle est originale à Val-d'Or. C'est ça, c'est Et différent. c'est complètement différent d'Amos, qui était structuré. C'était un projet d'État, Amos, ni plus ni moins. Alors que Val-d'Or, c'était une surprise totale. C'est quelque chose qu'il devrait avoir dans chaque ville pour en apprendre plus sur la ville. Un cours accéléré. Mais d'ailleurs, je pense que vous avez inspiré des gens, parce que là, même aujourd'hui, à Rouen, il y avait cet été, il y a eu Monoranda, il y a eu Boomtown. Donc, il y a eu un intérêt pour l'histoire générale, je pense. Tout le monde a le goût. Puis, un peu avant aussi, il y a eu La Sarre, évidemment, là, qui avait commencé aussi le concept du déambulatoire aussi, là, ça va tellement toucher une clientèle qui ne va pas dans les salles de spectacle aussi. Dans un contexte plaisant, estival, que, dans le fond, je pense que oui, c'est bien content de savoir que si on a inspiré des gens pour le faire, mais n'empêche que pour enseigner une ville, enseigner l'histoire d'une ville, c'est un beau moment à passer avec un bon texte, des bons acteurs, puis bonne réalisation. Bien, merci Bruno de nous avoir partagé toute cette historique-là de ce circuit qui trace l'histoire de la région. Donc, il y a beaucoup d'histoires, puis on sent qu'on développe l'histoire en ce moment, dans le fond, avec tout ça, l'histoire culturelle du moins de la région. On a soif de culture avec toi. Puis on invite les gens à suivre la page Facebook d'Amos vous raconte et Val-d'Or vous raconte pour la suite et les projets qui en découleront dans la vie. Je dois vous laisser. J'ai un wagon qui arrive tout juste à l'Agence des terres. Parfait. Hey, génial! J'ai encore le feeling du cheval. C'était tellement un summum comme événement dans la journée. C'est le fun. Je pense que tout était génial aujourd'hui. Merci à Sarah Durocher à la ferme au Pain Gris pour le cours d'équitation accélérée. Vraiment. Vous étiez beaux, les gars. Oui, encore bon. Mais elle a la touch, vraiment, là, pour nous enseigner. Là. Tu t'es fait un chapeau en plus. Oui, je me suis fait un chapeau. Je peux l'équiper à cette heure. Ouais. Mathieu pourrait faire le clown là, dans les cirques, là, sur cheval. Avec les franges. On On remercie également Jean Paquin pour son accueil au bistrot Méditerranéo. Bonne bouffe, on est bien remplis. Vraiment. C'était bon. Puis tellement accueillant comme famille, c'est le fun. Ah ouais. Puis on a pu voir ton bébé cravate à la maison Autier. On l'a pas vu, mais on sait qu'elle est là. Ouais, on sait qu'elle est là. Oui, vraiment. C'est un lieu à découvrir d'ailleurs, la maison Hector Autier. On apprend beaucoup. Puis le berceau de l'Abitibi, c'est un fait. C'est ici à Amos. La maison Hector Autier témoigne de ça. Fait que si vous avez l'occasion de le visiter, là, faut pas hésiter. L'Abitibi nous apparaissait comme une terre promise. On se tient au courant des projets des productions du raccourci sur Facebook, sur le site web. Oui, principalement Facebook, Amos vous raconte, la page Amos vous raconte, Val-d'Or vous raconte, production du raccourci. Et surveillez ça, là, dans quelques semaines, un lancement d'un deuxième album Jeunesse illustrée, un deuxième livre dans la portion édition des productions du raccourci. Sur les réseaux sociaux. Oui, vraiment. C'est à Trip à 3 qu'on aura appris ça. Oui. C'est bien. Bruno, encore une fois, merci. Ça fait un plaisir de t'accueillir. Merci à vous autres, les gars. On fera ça bientôt. Merci à toi, Mathieu. Merci à toi. Un gros road trip encore une fois. Oui. Et puis nous autres, on se retrouve pour une autre émission de Trip à 3. À bientôt.